La guerre de Troie est considérée comme un récit mythique, mais derrière ces apparences se trouvent pourtant des événements d'histoire bien réels, et dont les caractères et figures héroïques ne furent pas moins épiques. Grâce aux découvertes les plus récentes, cette vidéo vous fera découvrir les événements historiques dissimulés derrière le récit d'Homère. Ces réalités encore méconnues, s'étant jouées au carrefour des grandes puissances de l'Antiquité, seront le précédent à une période de crise majeure et à l'effondrement de l'âge du bronze. Cette période de grands bouleversements marquera ainsi la mémoire du monde antique et donnera naissance à la tradition épique homérique, qui à son tour marquera l'imaginaire du monde européen. Troie, la cité mythique décrite par Homère dans son Iliade, se situe en Anatolie, espace géographique correspondant à la Turquie actuelle. Durant le deuxième millénaire avant notre ère, l'Anatolie était alors dominée par la civilisation hittite, une civilisation qui constitua l'un des royaumes les plus puissants de l'âge du bronze, à même de rivaliser avec l'Égypte de Ramsès II. La civilisation hittite est née d'un brassage entre les populations autochtones, alors nommées Hatti, et des populations indo-européennes descendues du Caucase vers l'Anatolie, à partir du 4e millénaire. L'Anatolie, de par sa proximité géographique immédiate avec la Mésopotamie, a toujours été un espace privilégié concerné par l'édification de grandes civilisations et cités-États durant l'âge du bronze. Son empire politique s'est même étendu jusqu'au nord du Moyen et Proche-Orient, sur la cité d'Alep et d'Ougarit. Dans l'étude historique, elle incarne désormais le chaînon manquant entre les civilisations méditerranéennes et celles d'Orient. Dans les vestiges d'Atoussa, capitale de l'antique royaume hittite, furent retrouvées des dizaines de milliers de sources écrites nous éclairant sur ce que fut cette civilisation, mais également sur la situation géopolitique de l'Anatolie du deuxième millénaire. Les sources sont en écriture cunéiforme, qui avait cours dans tout le Moyen et Proche-Orient. De par sa mosaïque de peuples et sa proximité avec l'Orient, la civilisation hittite développa une tradition scripturaire multilingue. C'est là l'une de ses particularités, et un élément qu'il nous faudra retenir. Parmi les sources écrites hittites, on trouve ainsi 5 langues différentes, dont le dialecte akkadien de Babylone. Nous avons vu que les Mycéniens faisaient suite à la civilisation minoenne, qui avait déjà atteint les rivages de la côte méditerranéenne de l'Anatolie. Nous savons assurément que les Mycéniens se rendirent maîtres de la cité de Millet, Milawanda en hittite. Cela constitue déjà la première preuve de leur contact historique avec l'Anatolie. Outre cela, c'est l'élément géographique lui-même qui témoigne de ce contact, l'espace égéen ayant en commun les rives de l'Anatolie méditerranéenne et celles de la Grèce continentale. Ces peuples étant de grands navigateurs, ils ne pouvaient pas, contrairement à ce que l'histoire classique du monde grec suggère, ne pas avoir été en étroit contact. Dans les archives royales d'Atoussa figure un texte mentionnant pour la première fois le nom Achiyawa. Ce terme fait référence à un peuple des confins, situé à l'ouest de l'Anatolie. Il s'agit en réalité de la plus ancienne mention des Achéens, les peuples de la civilisation mycénienne, et ancêtres des Grecs. Achiyawa était donc l'appellation des Achéens en langue hittite. Cela est démontré non seulement par la proximité phonétique et la linguistique, mais également par les éléments historiques eux-mêmes. Le royaume hittite connaissait forcément l'existence des Achéens, qui n'étaient pas un peuple quelconque et isolé, mais un peuple de guerriers et de grands navigateurs. Le fait que les Hittites ne les aient jamais mentionnés au milieu des milliers de tablettes d'archives retrouvées serait ici la seule chose improbable. À la fin du XVe siècle avant notre ère, le roi hittite Toutraliya fut confronté à une confédération de royaumes de l'ouest de l'Anatolie, région connue sous le nom d'Arzawa. Si l'empire hittite s'étendait bien au cœur de l'Anatolie, il n'a jamais réellement contrôlé sa partie occidentale, où se trouvait une multitude de petits royaumes en perpétuelle dissidence.
L'enjeu pour l'Empire hittite à cette époque était ainsi de maintenir un contrôle géopolitique sur l'Arzawa. Les archives hittites nous apprennent ainsi que les Hittites furent depuis le XVIe siècle dans une situation de guerre quasi perpétuelle avec les royaumes voisins de l'Arzawa. Cette guerre complexe et composite était faite de jeux et de retournements d'alliances permanents, qui rappellent la situation de l'Empire romain face au peuple germanique, durant la période des invasions barbares. Le royaume hittite semble avoir fait figure pour ces peuples d'un empire puissant dont on pouvait toutefois se jouer à cause de son incapacité à contrôler l'Arzawa. Ainsi, certains royaumes de l'Arzawa pouvaient s'allier à l'empire hittite quand d'autres le combattaient. Le jeu d'alliance demeurait instable. Généralement, on observe la dynamique d'une fédération des royaumes de l'Arzawa contre les Hittites. C'est dans ce contexte trouble que les Achéens feront irruption, aux côtés des royaumes de l'Arzawa. Les Achéens avaient en effet visiblement tout intérêt à limiter l'influence de l'empire hittite sur l'Arzawa. Par ailleurs, l'archéologie témoigne directement de la présence achéenne dans les guerres de l'Arzawa. Une épée mycénienne fut retrouvée à Hattusa, la capitale hittite. Cette arme prélevée à l'adversaire comporte même une dédicace en l'honneur de la victoire du roi hittite face à ses ennemis coalisés. Un texte des archives hittites pour cette période mentionne un seigneur de l'Arzawa du nom de Maduwata. Bien que sous protection de l'empire hittite, il se joua toutefois à de nombreuses occasions des Hittites, dans une posture opportuniste de retournement d'alliance. Malgré la versatilité de Maduwata, le roi hittite le conservait à ses côtés, car ce seigneur de guerre lui permettait de maintenir une zone tampon entre les Hatti et les seigneurs dissidents de l'Arzawa. Le texte donne une idée du type de situation qui devait se produire dans l'Arzawa à cette époque. Maduwata n'est pas allé à Dalowa pour se battre, mais a en fait écrit aux habitants de Dalowa en disant « Les troupes de Hatti viennent de se rendre à Hinduwa pour se battre. Bloquez la route devant eux et attaquez-les. » Ils ont ensuite bloqué le chemin de nos troupes et les ont mis en déroute. Ils ont tué Kisnapili et Partaoula, mais Maduwata a éclaté de rire à leur sujet. Maduwata se joua ainsi de l'armée hittite et l'entraîna dans un piège fatal lors d'une campagne face à des seigneurs dissidents en Lycie. L'embuscade décima l'armée hittite au point que les généraux hittites eux-mêmes furent capturés et tués. Cet événement marquera le retour de Maduwata dans le giron du roi de l'Arzawa, à ce point que Maduwata mariera sa propre fille au roi comme gage d'alliance définitive. Mais bien avant son retournement d'alliance en faveur de l'Arzawa, Maduwata s'était lui-même confronté à un seigneur de guerre achéen du nom d'Atarsiya. C'est ici la première fois que les Achéens sont directement mentionnés, alors associés à la figure d'Atarsiya. À cette époque, depuis la cité de Milète, Atarsiya avait lui-même pris l'initiative d'attaquer Maduwata qui régnait alors en Lycie. Ayant été totalement vaincu, chassé de Lycie, Maduwata chercha alors refuge auprès du roi hittite qui lui lèguera le territoire des montagnes de Zipasla. Pour le roi hittite, ce territoire constituait une zone tampon qui lui permettait de mettre à distance la menace des seigneurs de l'Arzawa et des Achéens leurs alliés. Les Achéens, sous le commandement d'Atarsiya, semblent alors devenir à cette époque une puissance montante en Anatolie occidentale, à même d'être redoutés par le roi hittite. Le roi hittite interdira à Maduwata toute initiative militaire ou diplomatique sans son accord, ce que ne respectera pas Maduwata. Il partira en campagne seul contre l'Arzawa, mais se retrouvera rapidement confronté au roi de l'Arzawa, Kupanta Kurunta, venu à sa rencontre. Il sera alors vaincu et le roi poussera son attaque jusqu'au territoire de Maduwata, capturant ses soldats et sujets, mais aussi la femme et les enfants de Maduwata. Craignant sans doute de perdre ce territoire stratégique, le roi hittite dépêcha immédiatement une puissante armée pour repousser le roi de l'Arzawa dans sa contre-offensive. Les Hittites le repoussèrent et le vainquirent à Salahwassa, récupérant la famille de Maduwata alors captive. Le roi de l'Arzawa retourna sur son territoire
et le roi hittite réinstalla quant à lui Maduwata sur sa frontière, rétablissant le statu quo. Cependant, cette intrusion du roi hittite à la frontière du territoire achéen représenta une menace et un affront intolérable pour Atarsiya. Disposant d'une solide armée, il prit l'initiative de se diriger à son tour vers le Hatti. Maduwata et ses soldats fuirent avant l'arrivée d'Atarsiya, et l'armée hittite s'avança alors pour défendre la frontière du Hatti. Atarsiya affronta l'armée hittite dans la région de Zipasla. Le combat ne sera concluant pour aucun des belligérants, et les deux armées feront retraite. À ce moment-là, l'armée d'Atarsiya était composée de 100 chars et 1000 hommes, ce qui correspond à une coalition de cités. De là, nous savons qu'Atarsiya était à la tête d'une coalition achéenne opérant en Anatolie. Nous ne connaissons pas le statut exact d'Atarsiya. Il était soit un des rois achéens influents ou un seigneur de guerre éminent. Peut-être était-il membre de la famille du grand roi achéen de l'époque. Le nom d'Atarsiya rappelle fortement le nom Atreus, roi légendaire de Mycène dans la tradition grecque et père d'Agamemnon et Ménélas dans l'Iliade. Atarsiya, en tant qu'allié du roi de Larzawa, fut donc impliqué dans de vastes batailles en Anatolie occidentale contre les Hittites. Il semble avoir été le tout premier seigneur achéen à avoir combattu les Hittites, d'où sa légende. Après ces nombreuses batailles et suite à la trahison de Maduwata envers le roi hittite avec l'embuscade de Lycie, l'empire hittite fut dramatiquement affaibli militairement. Suite à la défaite de l'armée hittite en Lycie, Atarsiya se lança dans une ultime campagne militaire maritime à Chypre, île également revendiquée par les Hittites. Il fut rejoint par Maduwata, désormais allié, dans cette entreprise. Il prit butin et captif de guerre, puis se retira. Cet événement témoigne de la profondeur des incursions achéennes en Asie mineure dès le XIVe siècle. L'enracinement des Achéens dans la cité de Milète explique alors l'étendue de leur présence en Anatolie occidentale. Ces deux événements militaires successifs mirent l'empire hittite en très grande difficulté, au point qu'il ne représenta plus une menace pour Larzawa durant les décennies suivantes. À environ 50 ans après ces faits, surviendra la reddition du dernier royaume indépendant de Larzawa, à Éphèse, alors dirigé par le roi Ukhaziti, lequel fut définitivement défait lors de la chute de son royaume. Durant ces années, Ukhaziti organisa à son tour une coalition contre l'empire hittite. À cette époque, le roi hittite était Mursili II, monté sur le trône suite à la mort de son frère. Il fut considéré par ses adversaires comme un roi inapte et juvénile. Dans ses chroniques, il nous raconte: quand mon père était devenu un dieu, c'est Arnuwanda, mon frère, qui s'était assis sur le trône de son père. Mais par la suite, il tomba malade aussi. Or, lorsque les pays ennemis apprirent la maladie d'Arnuwanda, mon frère, des pays ennemis se mirent à ouvrir les hostilités les uns après les autres. Les pays étrangers ennemis parlèrent ainsi. Son père, qui était roi au pays hittite, c'était un roi héroïque, il avait vaincu les pays ennemis. Mais maintenant, celui qui s'est assis sur le trône de son père, ce n'est qu'un enfant, et il ne sauvegardera pas le pays hittite, ni les frontières du pays hittite. Malgré ce mépris initial de ses adversaires, le roi Mursili II, qui semble avoir été un roi dévot, réussira à vaincre sur tous les fronts de son empire. Ukhaziti sembla avoir profité de l'occasion de la passation de règne et du jeune âge de Mursili afin de rallier des royaumes de Larzawa, jusque-là restés soumis aux Hittites. Ainsi commente Mursili. « Vous étiez les sujets de mon père vous a reçus, mais vous êtes allés vers Ukhaziti, celui qui a aidé le roi d'Achiyawa et a fait la guerre. » Ce passage indique la forte influence des Achéens en Anatolie occidentale à cette époque. Les rois de Larzawa, sans doute affaiblis, ne sont pas considérés comme les initiateurs de la guerre. Pour le roi hittite, ce sont bien les Achéens qui sont à l'initiative. Lors de ces événements, Ukhaziti accueillera les réfugiés des 3 premières cités de Larzawa tombées dans cette guerre.
Le roi hittite Mursili reprocha ainsi à Ukhaziti son attitude envers lui. « Mes sujets qui s'en sont venus chez toi, quoique je te les ai réclamés, tu ne me les as pas rendus. Tu m'as traité d'enfant et tu n'as cessé de m'humilier. Et maintenant, viens, nous combattrons, et que le dieu de l'orage, mon seigneur, juge notre procès. » Mursili finira finalement par vaincre Ukhaziti dans une campagne militaire aux relents épiques. Mais alors que je faisais route, lorsque j'arrivais au mont Lawassa, le dieu de l'orage, Muwatalli, mon seigneur, manifesta sa providence. Il décocha un météorite. Mon armée observa le météorite. Le pays d'Arzawa aussi l'observa. Le météorite alla. Il frappa le pays d'Arzawa. Il frappa Apaza, la ville d'Ukhaziti. Aussi, il fit même s'effondrer Ukhaziti sur les genoux, et celui-ci tomba malade. Dès lors que Ukhaziti fut tombé malade, il ne vint donc pas m'affronter au combat. C'est Piyama Kurunta, son fils, avec de l'infanterie et des chars, qu'il dépêcha à ma rencontre. Il m'offrit le combat sur la rivière Astarpa, à Walma, et moi, mon soleil, je le combattis. Je vainquis Piyama Kurunta, fils d'Ukhaziti, avec son infanterie, ses chars, et je l'écrasai. Puis je le poursuivis. Aussi, je pénétrai dans le pays d'Arzawa, et je fis mon entrée dans Apaza, la ville d'Ukhaziti. Ukhaziti ne m'offrit aucune résistance. Il s'enfuit devant moi. Il alla au-delà, dans une île, Gursowananza, et alors il resta là-bas. C'est une trentaine d'années après ces faits que surviendra un personnage totalement oublié de l'histoire, et qui marquera pourtant la mémoire de la civilisation européenne. Piyama Radu. Il était membre de la famille royale du dernier royaume libre de l'Arzawa, peut-être même un des fils ou petits-fils du roi Ukhaziti. Toute sa vie durant, il se battra pour restituer l'indépendance perdue de son royaume. Son combat le mènera jusqu'au mur d'une cité du nord-ouest de l'Anatolie, Wilusa, plus connue sous le nom d'Ilios, la Troie historique. Le parcours de Piyama Radu sera des plus remarquables et singuliers. Il est un héritier légitime du royaume déchu d'Éphèse et fournira des efforts incessants pour saper l'autorité hittite sur l'Arzawa. Il s'alliera avec les rois achéens, peuple allié historique, pour combattre l'ennemi commun du Hatti. Dès lors, la vie de Piyama Radu ne prend pas l'allure d'un simple règne ou d'une carrière politico-militaire classique, mais celle d'une quête personnelle. Son combat ne durera pas moins de 35 années et s'étendra sur la durée des règnes de 3 rois hittites. Une telle longévité indique une grande maîtrise de la guerre et de la diplomatie. Un tel personnage aura nécessairement marqué les esprits en son temps, et le point culminant de son combat fut la prise de Wilusa. L'ascension de Piyama Radu comme figure historique se forme autour de la cité achéenne de Milet, Milawanda en hittite. Cette cité devient dès lors une base opérationnelle à partir de laquelle Piyama Radu pourra mener ses attaques contre les intérêts hittites. Il est clair que le roi achéen aura dès ce moment utilisé Piyama Radu comme un agent déstabilisateur contre l'empire hittite, son rival. Ainsi, le roi hittite Hattusili III écrira au roi des Achéens au sujet de Piyama Radu. Selon cette rumeur, quand il quitte sa femme, ses enfants et sa maison dans le pays de mon frère, votre pays lui accorde sa protection. Mais il cause des dommages constants dans mon pays. Et à chaque fois que je m'oppose à lui, il revient dans votre pays. Ainsi, l'on constate que la stratégie géopolitique consistant à utiliser une tierce partie pour atteindre indirectement les intérêts d'un adversaire, sans risquer un conflit ouvert, existait déjà dès cette époque. Les guerres menées par Piyama Radu concerneront surtout la partie nord-ouest de l'Anatolie, à l'époque les régions nommées Pays de la rivière de Secha et la région de Wilusa, la Troie historique. Ces territoires furent concernés à une période plus ancienne par une coalition locale anti-hittite, sous le règne du roi hittite Tutraliya. Cette coalition, alors connue sous le nom de coalition d'Asuwa, comprenait 22 cités alliées contre l'empire hittite. Seules 2 de ces cités sont aujourd'hui connues, Wilusa et Tarouissa. Wilusa qui donna le grec Ilios, qui sera connu comme étant la Troie historique.
ce nom étant à l'origine de l'Iliade d'Homère, le récit de la guerre de Troie. Tarwissa est un toponyme plus étendu, qui peut faire référence à la fois à une région et une cité. Tarwissa, nom hittite, donna étymologiquement le nom grec Troia, Troie en français. Ainsi, le nom Troie et Ilios sont toponymiquement associés. Le nom de cette région historique du nord-ouest de l'Anatolie, Assuwa, est aussi probablement le nom d'origine du mot Asie. La coalition d'Assuwa fut finalement vaincue. Depuis cette époque, ce territoire du nord-ouest de l'Anatolie fut politiquement dominé par l'Empire hittite, mais devint dès lors le théâtre de manœuvres diplomatiques de succession, d'anciens dignitaires rebelles devenant des alliés des Hittites. C'est dans ce contexte régional mouvementé qu'interviendra Piyama-Radu. La figure du roi du pays de Serra, Manapa-Tarhunta, nous interpelle. Il était un ancien allié du roi Ukhaziti, le fameux roi d'Éphèse qui s'était rebellé contre les Hittites, et dont on considère que Piyama-Radu était un descendant ou un familier. Face à la victoire du roi hittite et contrairement à Ukhaziti qui trouvera l'exil et la mort dans la lutte, Manapa-Tarhunta préférera voir sa famille et sa vie épargnées après une parade humiliante, en échange d'une soumission totale au vainqueur hittite. À cette époque, une telle attitude était considérée comme un acte de traîtrise, nécessitant donc une réparation. On peut difficilement considérer que l'attaque de Piyama-Radu sur le pays de Serra ne soit pas mêlée à une quête vengeresse personnelle liée au rétablissement de l'honneur d'Ukhaziti, le roi d'Éphèse tristement vaincu. Les guerres de Piyama-Radu dessinant dès lors un motif héroïque et lyrique des plus inspirants, apparenté au mythe universel du fils vengeur ou du retour du roi. Wilusa était un axe commercial majeur de l'âge du bronze. La cité contrôlait le détroit des Dardanelles, lieu de passage et carrefour maritime stratégique entre la mer Égée, la mer de Marmara et la mer Noire. Y transitaient de nombreux navires marchands, ce qui occasionnait la possibilité de nombreuses taxations, et donc une manne financière des plus conséquentes. Les ressources concernées étaient d'ordre stratégique, cuivre, étain et produits agricoles. Étaient également concernés les objets de luxe et les métaux précieux. Les grandes puissances de l'époque, hittites, mycéniens et égyptiens, étaient ainsi impliquées dans cet axe commercial majeur de l'espace égéen. Ainsi, Wilusa revêtait un caractère et une réputation internationale. La cité de Wilusa, la Troie historique, était alors dirigée par un roi allié des Hittites, du nom d'Alaksandu. Un traité établi retrouvé sur une tablette d'argile consacre une alliance entre Alaksandu de Wilusa et le roi hittite Muwatalli II. Ce traité n'est en fait que la reconduite d'un traité antérieur déjà établi avec le père de Muwatalli, ce qui indiquerait qu'Alaksandu était plus âgé que Muwatalli, peut-être même déjà un vieil homme. Le roi hittite y évoque une alliance remontant à 300 ans entre Wilusa et le royaume du Hatti. Wilusa apparaît clairement ici comme un allié historique de l'empire hittite. La situation stratégique de choix de Wilusa explique l'intérêt des rois hittites successifs à établir et maintenir une telle alliance avec la cité. Le nom Alaksandu fait référence au nom Alexandros. Or, Alexandros est le nom du personnage de Paris, le prince de Troie dans l'Iliade de Homère. Le traité établi par Alaksandu avec les Hittites est réalisé sous le patronage d'Apollonias, le dieu solaire Apollon. Or, Homère nous décrit bien la cité de Troie comme consacrée au dieu Apollon, et Paris sous la figure d'un archer, comme un archétype solaire associé à ce même dieu. Tout ce faisceau de similitudes frappantes associées à la vie héroïque de Piyama-Radu nous indique que le principal motif d'inspiration de la guerre de Troie épique s'est élaboré durant cette période. Le roi Muwatalli II, dans le cadre de ce traité, précise que l'ancestralité royale n'est pas chose si importante.
Cela indique qu'Alaksandu n'était pas un successeur légitime par le sang de la filiation royale. Cela nous rappelle l'enlèvement illégitime d'Hélène par Paris dans l'Iliade, et que Paris est lui-même une figure méprisée. Si l'on suit ce parallèle, Alaksandu aurait pu avoir été le fils illégitime d'un roi ou notable de Wilusa, que ce dernier aurait pu avoir eu avec une captive ou une femme étrangère. Le nom Alaksandu n'étant vraisemblablement pas d'origine anatolienne. Quoi qu'il en soit, il demeure l'idée dans l'Iliade qu'Alexandros occupe une place éminente dont il n'est pas digne. C'est ainsi qu'Alaksandu de Wilusa aurait pu avoir été perçu par les Achéens et Piyamaradou à l'époque, du fait de ses origines et de l'irrégularité de sa succession. Ainsi parla le roi hittite Muwatalli II au sujet d'Alaksandu. Quand ton jour de mort arrivera, Alaksandu, alors, en ce qui concerne le fils que tu désignes pour la royauté, qu'il soit de ta femme ou de ta concubine, et même s'il est encore un enfant, si la population du pays le refuse, est dit comme suit: il est la progéniture d'un souverain illégitime. Moi, ma majesté, je ne serai pas d'accord. Dans l'Iliade, Alexandros n'étant pas roi de Troie, celui-ci étant Priam, on peut également envisager que la figure d'Alaksandu, dans une sorte de confusion mémorielle, aurait inspiré les deux personnages de l'épopée d'Homère. Vers 1280 avant notre ère, Piyamaradou attaque l'île de Lesbos, et de là se dirige vers le pays de la rivière de Serra. Son roi Manapa-Tarhunta alerte alors le roi hittite de la présence de Piyamaradou et de ses raids dans la région. Le roi hittite lui commande de chasser Piyamaradou par lui-même en tant que puissance vassalisée. Mais Manapa-Tarhunta est vaincu durant sa campagne et doit trouver refuge auprès du roi hittite. Piyamaradou, par sa victoire militaire, tient là sa vengeance. Dans la foulée des événements, Wilusa tombe aux mains d'ennemis du Hatti, qui ne peuvent être qu'une coalition menée par les Achéens, et dont Piyamaradou fut un élément central. On relèvera que cette campagne militaire fut à la fois terrestre et maritime. Mais rapidement après ces faits, un régiment hittite intervient en pays de Serra, puis se dirige sur Wilusa, reprenant la cité, et rétablissant un ordre favorable à l'empire hittite. Une restitution des captifs de guerre de Piyamaradou fait sur Lesbos est alors opérée, et un accord de paix est conclu entre Achéens et Hittites. Par la suite, nous n'avons pas plus de détails sur les événements. Le fait que les tensions se soient calmées aussi rapidement entre Achéens et Hittites autour de la question de Wilusa indique qu'un accord diplomatique de type commercial a pu être conclu entre les deux puissances. Un accord qui satisfaisait la partie achéenne. L'attaque sur Wilusa n'aurait ainsi servi qu'à forcer un tel accord, et le seul homme à cette époque qui avait pu permettre cette entreprise aux Achéens, de par sa réputation, ses origines et sa connaissance de l'Arzawa, fut Piyamaradou. Un rapport d'un échange diplomatique entre le roi hittite et le pharaon datant de cette époque, retrouvé sur un fragment de tablette, indique l'importance de Piyamaradou sur le plan international. Le rapport mentionne le nom de Piyamaradou associé à l'envoi d'une correspondance diplomatique entre le roi hittite et le pharaon, au sujet des affaires du roi des Achéens. Cela signifie que même si Piyamaradou n'était pas directement cité dans les correspondances avec le pharaon, les Hittites prenaient son cas en considération dans leur correspondance avec les puissances étrangères. D'autre part, la chute de Wilusa eut à cette époque un écho international. Après l'épisode de la prise de Wilusa, nous retrouvons Piyamaradou à nouveau cité dans la chronique hittite, liée à une rébellion qu'il organisa en Lycie. Cette ultime tentative de campagne militaire et de coalition anti-hittite se soldant alors par un échec. Il se dirigea vers la cité de Milète, et de là prit la mer pour voguer sur une île inconnue de l'Égée, située en territoire achéen. La chronique nous précise que Piyamaradou prendra alors la mer avec 7000 hommes de Lycie, ce qui implique une flotte d'environ une centaine de navires à l'époque. Cela correspond bien au type de bataille majeure auquel appartient la guerre de Troie.
Cela nous donne une idée de l'étendue de ses combats et de l'aura qui entourait Piyammaradu. Rappelons que sa carrière a pu durer 35 ans, répandue sur les règnes de 3 rois, sans qu'il ne fût fatalement capturé, vaincu ou trahi. Il était sans aucun doute le seigneur de guerre le plus respecté de son temps en Anatolie. À l'occasion de son départ d'Anatolie, le roi hittite Hattusili III s'adresse aux Achéens en leur demandant soit de leur remettre directement Piyammaradu, soit de l'exiler en dehors de leur territoire, soit de lui offrir l'asile à condition qu'il ne reprenne pas part à ses actions hostiles. Le roi hittite manifeste ici sa hantise de voir réapparaître cet ennemi redoutable. Cette lettre tend définitivement à prouver que Piyammaradu est bien la figure centrale de la prise de Wilusa, qui était un atout géostratégique majeur en Anatolie occidentale pour l'empire hittite. Comme le nom Piyammaradu ne réapparaîtra plus dans les chroniques militaires à partir de ce moment, rien n'indique de toute façon qu'il ait eu la volonté de revenir en Anatolie suite à son départ de Milète, et ce malgré la montée en puissance des Achéens en Arzawa à l'époque. Ce roi en exil et grand voyageur aura eu un parcours singulier et a certainement marqué les esprits en son temps. À l'image d'Alexandre le Grand, plusieurs siècles plus tard, la vie de ce roi guerrier a probablement inspiré un certain nombre de récits oraux plus ou moins locaux. Des récits dont le motif aura pu persister au fil du temps, dans la mémoire collective de l'Anatolie occidentale et de l'espace égéen. Sa légende et son parcours unique en son genre ont probablement inspiré la figure d'Ulysse, ou Odysseus en grec, personnage éminent de l'Iliade, à qui la tradition grecque consacrera en outre une épopée entière, l'Odyssée. Piyammaradu et Ulysse partagent en effet de nombreux points communs. Tous deux rois en exil, éloignés de leurs femmes et enfants, grands voyageurs fréquentant les rois de leur temps, dotés de ruse et d'esprit diplomatique. Ils sont tous deux les assiégeants de Troie, ou Ilios. Piyammaradu est le roi assiégeant Wilusa, la Troie historique, quand dans l'Iliade d'Homère, la ruse du cheval de Troie fait d'Ulysse le personnage permettant la réussite du siège de la cité. Suite à la grande guerre du siècle, Ulysse part sur les flots, retrouver son royaume perdu, un royaume au-delà des eaux, hors du temps et du monde connu. À l'image de Piyammaradu, quittant définitivement l'Anatolie pour s'embarquer en Égée, sur une île que nul ne connaît, après avoir échoué à retrouver son royaume en Arzawa. Le voilà en exil sur les flots, comme cherchant son royaume perdu en un espace autre. Par ailleurs, personne ne sait ce que deviendra Piyammaradu. Sortant du champ historique, son existence n'a pas de fin. Il se volatilise à l'image des héros mythiques. Si l'on met en parallèle le destin de Piyammaradu avec l'effondrement de l'âge du bronze qui se produira peu de temps après la guerre de Wilusa, on comprend que Piyammaradu, en tant qu'exilé, aura fait office de précurseur et d'inspirateur à tous ces futurs peuples exilés de l'espace égéen, et qui deviendront les fameux peuples de la mer. Cela explique comment sa légende a pu persister et transcender cette période de grands troubles. La dernière mention quasi posthume de Piyammaradu est celle de la grande prêtresse et reine hittite Pudurepa, figure diplomatique majeure de son temps. Elle se rend en mer à la demande du roi hittite afin d'adresser une prière votive au dieu des océans, rien moins que pour lui demander d'appréhender Piyammaradu, devenu le fugitif des mers, l'ennemi historique de l'empire hittite, son grand déshonneur. Le fait que le roi hittite ait eu une telle ardeur à appréhender Piyammaradu, même après sa disparition, indique que Piyammaradu était déjà devenu un personnage légendaire à ce moment-là, la preuve vivante que l'empire hittite pouvait être défié. Piyammaradu, à cet instant, est considéré comme un personnage qui appartient au domaine de la mer. Il faut s'adresser au dieu des océans pour l'appréhender. De là, son mythe et sa légende naissent, sous le nom d'Odysseus, dont l'étymologie est « celui que l'on déteste ». Jusqu'à aujourd'hui, j'ai été détesté, par beaucoup, par des hommes comme des femmes sur la terre nourricière, qui se nomme donc Odysseus.